quelques minutes là, avant de démarrer le webinaire pour laisser le temps aux gens de venir de joindre le groupe. Alors, merci à tout le monde de participer à ce webinaire-là qui s'intitule « Les 5 pièges à éviter lors du démarrage de vos projets d'intelligence d'affaires ». Alors, aujourd'hui, le déroulement du webinaire, juste un peu de logistique avant de débuter. La durée du webinaire, ça va être de 60 minutes, incluant une période de questions à la fin. Nous vous invitons à poser vos questions dans le chat tout au long de la présentation. Alors, actuellement, tous les micros, toutes les caméras sont bloqués pour les participants. C'est voulu. Donc, on va débloquer les caméras et les micros à la fin de la présentation pour la période de questions. Mais déjà, vous pouvez, tout au long de la présentation, poser des questions dans le chat. On a des collègues qui sont là pour tenter d'y répondre. Et s'il y a des réponses qui devront attendre à la fin, mais on prendra le maximum de questions à la fin du webinaire. Ça ne donne rien pour vous là, de prendre plein de notes, des captures d'écran, etc. Donc, à la fin de la présentation, d'ici vendredi, vous allez recevoir un courriel qui va vous envoyer le PowerPoint tel que vous allez le voir aujourd'hui et une vidéo qui va être enregistrée tout au long du webinaire. Donc, vous allez recevoir ça d'ici vendredi. Donc, aujourd'hui, vos présentateurs, j'ai la chance de faire cette présentation avec mon collègue Axel Brun. Donc, on va se présenter pour commencer. Alors, moi, c'est Louis Cloutier, je suis vice-président à innovation chez Syntel. Je suis aussi chef de pratique de tout le volet analytique et données. Donc, je suis chez Syntel depuis plus de 23 ans maintenant. Alors, Axel, je te laisse te présenter. Oui, merci. Moi, c'est Axel, je travaille chez Syntel depuis 2018. J'occupe aujourd'hui le poste de responsable de la formation chez Syntel. Donc, on donne beaucoup de formations à nos clients, aussi bien du côté données back-end que le côté création de rapports, donc front-end. Ça fait 5 ans que j'ai travaillé sur une soixantaine de projets dans plein de domaines différents, aussi bien finance, vente, manufacturier, etc. Et j'agis encore à travers plusieurs rôles dans les projets actuels chez Syntel, donc aussi bien en tant qu'analyste d'affaires que développeur BI aussi. Donc, je reste vraiment au contact de ce qui se fait encore sur le terrain et des projets qu'on amorce avec Syntel aujourd'hui. Merci, Axel. Alors, Axel et moi, lorsqu'on va aborder le sujet des pièges à éviter, on va traiter chacun à tour de rôle de différents pièges. Donc, d'ici là, moi, je vais faire une petite introduction. Commencer par vous présenter un peu qui est Syntel. Alors, Syntel, c'est un leader québécois dans l'exploitation des données et l'analytique. Donc, on est spécialisé tout ce qui est en valorisation de données pour supporter la prise de décision. Alors, quand vous entendez parler d'intelligence d'affaires, business intelligence, sciences de données, prédictif, entrepôt de données, etc., c'est tous des sujets que nous traitons chez Syntel. Donc, on prend la donnée qui réside dans vos systèmes opérationnels, on la valorise pour supporter la prise de décision. Donc, Syntel existe, ça fait plus de 35 ans qu'on existe, et puis on travaille exclusivement dans ce domaine-là depuis le début. On a une mission orientée vers la valorisation de données, aider les organisations à tirer le maximum de valeur de leurs données. On a travaillé sur 400 projets réalisés pour des organisations de toute taille, dans différents secteurs d'activité. On travaille avec de grandes organisations comme des compagnies d'assurance dans le bancaire, Hydro-Québec, etc., dans le commerce au détail. Mais on travaille aussi avec beaucoup de petites organisations ou des PME. Donc, vraiment, on travaille avec un grand éventail de taille d'organisation. On a une équipe dévouée et qui est spécialisée en valorisation de données. Alors, comme je disais, Syntel, c'est sa spécialité. On travaille exclusivement en valorisation de données pour le support à la prise de décision. Et on est membre certifié satisfaction client du Mouvement québécois de la qualité. Donc, pourquoi parler des pièges à éviter aujourd'hui? Nous, chez Syntel, on parlait tantôt de 400 projets. Bon, dans les dernières années, on a rencontré beaucoup de clients potentiels, beaucoup de partenaires aussi avec qui on travaille.
Puis, ça nous donne beaucoup un feedback sur les défis, les obstacles que les organisations rencontrent lorsqu'ils mettent en place des projets d'intelligence d'affaires ou même des programmes d'intelligence d'affaires. Donc, notre expérience aussi, on fait des diagnostics de maturité avec ces organisations-là. Donc, on se rend compte très rapidement là, dans l'ensemble des défis que ces organisations-là rencontrent, ce qui nous a amené à identifier 5 pièges à éviter qu'on va traiter aujourd'hui. Tout l'écosystème autour de l'intelligence artificielle, ça a beaucoup évolué au cours des dernières années. Je dirais au cours des 10 dernières années, il y a eu quand même beaucoup d'évolutions, autant au niveau des pratiques, au niveau des technologies. Ça fait qu'il y a beaucoup de bouleversements. Le rôle des affaires versus les TI, ça a beaucoup changé. Il y a 20 ans, on travaillait beaucoup. Les TI prenaient en charge les projets d'intelligence d'affaires quasiment de bout en bout. Maintenant, il y a une forte synergie qui est requise entre les affaires et les TI parce que les affaires sont maintenant mieux outillées. Avec les outils d'exploration de données qui sont disponibles sur le marché aujourd'hui, ça a beaucoup changé la donne. Et puis aussi, il faut prendre en compte toutes les nouvelles lois, les nouvelles règles qui sont en place. Vous avez probablement entendu parler de la loi 25 au Québec, mais il y a plein d'autres règlements qui doivent être pris en compte lorsqu'on traite de la donnée sensible. Tout ça, ça vient amener son lot de difficultés et de nouveaux défis à surmonter pour les organisations. Donc, vous comprendrez qu'aujourd'hui, la présentation s'adresse principalement, je dirais, à des organisations qui sont en démarrage dans leur programme ou qui ont un peu de vécu, mais qui commencent à rencontrer des difficultés, puis ils se demandent où est-ce que j'en suis, comment est-ce que je peux m'améliorer. Donc, juste pour mettre la table, pour qu'on soit à la page, là, tout le monde sur les concepts. Alors, qu'est-ce que l'intelligence d'affaires? L'intelligence d'affaires, c'est la traduction du terme business intelligence qu'on utilise au Québec. Alors, c'est un ensemble de stratégies, de pratiques et de technologies qui permettent d'analyser les données d'une organisation, puis les transformer en informations exploitables qui supportent la prise de décision. Vous avez entendu sûrement parler des modèles prédictifs, du prédictif, du prescriptif. L'intelligence artificielle, c'est très en vogue. Donc, nous, on fait une distinction dans la présentation aujourd'hui entre l'intelligence d'affaires, qui est beaucoup plus le BI classique, le business intelligence classique, que ces capacités-là avancées. Et nous, on considère qu'en général, les organisations vont commencer par mettre en place des solutions d'intelligence d'affaires avant de vouloir mettre en place des capacités beaucoup plus évoluées comme ces modèles prédictifs-là exactement ou prescriptifs. Juste pour mettre la table aussi, un petit schéma qui présente ça qui est de façon générale. Le BI qui est en encadré ou l'intelligence d'affaires, on adresse des questions comme qu'est-ce qui est arrivé et pourquoi est-ce arrivé avec du reporting, des rapports dynamiques. Alors, le diagnostic pour qu'est-ce qui est arrivé, c'est d'être capable de naviguer dans la donnée, de l'exploiter, de faire du slice and dice pour diagnostiquer les problèmes qu'on remarque à des hauts niveaux. On est capable de faire du drill down, de regarder la donnée selon différentes facettes. Tout ça, c'est ce qu'on appelle l'intelligence d'affaires. C'est ce qu'on va adresser aujourd'hui. Les phases suivantes, quand on va aller plus loin en maturité, on va adopter des technologies ou des pratiques de prédictif qui vont nous aider à répondre à des questions comme qu'est-ce que passera-t-il, qu'est-ce que je devrais faire, ou même arriver à de la décision automatisée. On ne traite pas ces sujets-là aujourd'hui. On se concentre sur le BI classique, où ici, je voulais juste présenter un diagramme là, à haut niveau de l'architecture classique d'une solution d'intelligence d'affaires. Alors, ça va peut-être vous rappeler des choses pour les gens qui commencent à travailler dans le domaine ou qui ont de l'expérience. En général, on va développer une solution informationnelle qui est une solution d'intelligence d'affaires. On prend les données de l'organisation, que ce soit des données internes ou externes, qu'elles soient structurées ou non structurées. On va amener cette donnée-là dans du stockage, des lacs de données, des entrepôts corporatifs, pour graduellement valoriser cette donnée-là pour répondre à des besoins d'affaires, des préoccupations d'affaires particulières dans des couches de présentation qu'on va appeler des comptoirs de données. Alors, on va avoir des comptoirs dimensionnels, des cubes, etc., qu'on va exploiter avec des outils de visualisation comme des tableaux de bord, des rapports dynamiques et des outils d'exploration libre. On n'ira pas dans la technologie aujourd'hui vraiment en détail.
on voulait juste présenter un peu les grands morceaux d'une solution d'intelligence d'affaires classique. Et ces morceaux-là, c'est à géométrie variable. C'est pas dans tous les cas qu'on va mettre toutes ces pièces-là du puzzle. C'est juste pour établir le vocabulaire puis qu'est-ce qu'on va traiter aujourd'hui. Donc, on rentre dans le vif du sujet maintenant. Les 5 pièges à éviter, comme je disais, c'est selon notre expérience, selon ce qu'on voit dans les organisations aujourd'hui. C'est des pièges qu'on a sélectionnés, qu'on trouvait qui étaient importants de discuter aujourd'hui. Donc, le premier piège étant de croire que l'intelligence d'affaires est seulement de la technologie. Alors, c'est Axel qui va traiter de ce sujet-là. Le deuxième piège, c'est faire du développement en silo. Je vais traiter de ce sujet. Le piège numéro 3, c'est de ne pas prioriser les besoins d'affaires, qui va être abordé par Axel. Et les 2 derniers que je vais traiter sont ne pas définir clairement les rôles et responsabilités des parties prenantes et ne pas prendre en compte les enjeux de gouvernance et de conformité dès le départ dans votre projet. Donc, je laisse la parole à Axel pour traiter du premier piège. Oui, merci Louis. Donc, le premier piège qu'on a sélectionné avec Louis, qui est croire que l'intelligence d'affaires est seulement de la technologie, c'est quelque chose qu'on retrouve dans beaucoup d'entreprises. Aujourd'hui, Power BI s'est beaucoup démocratisé. Tout le monde commence à ouvrir un peu Power BI et à penser faire de l'intelligence d'affaires avec ça, ou même encore Excel pour certains. Donc, ce sont vraiment des outils qui sont très puissants, qui permettent de faire beaucoup de choses, mais qu'il faut quand même prendre avec un certain grain de sel. Les éditeurs de logiciels, en plus, ne nous aident pas vraiment avec ce discours en vendant ces logiciels-là ou ces concepts-là à grande échelle comme des pilules miracles, si je peux dire. C'est une belle porte d'entrée, effectivement, pour commencer à mettre un pied à faire du BI dans l'organisation, mais ça n'en reste pas moins que c'est très important de mettre les bonnes bases et de commencer déjà à bâtir pour le moyen et pour le long terme si on veut vraiment développer de l'intelligence d'affaires dans une organisation. Donc, nous, ce qu'on remarque vraiment, c'est que avec ce genre de logiciel-là, ben, les gens ne travaillent pas forcément selon les bonnes pratiques et ne documentent pas leurs solutions. En gros, c'est que bien souvent, les gens vont travailler dans leur coin, vont penser connaître les logiciels. On sait que Excel, pour donner cet exemple-là, est un logiciel qui permet de faire beaucoup de choses. En plus que d'être un tableur, c'est un logiciel qui permet de faire du code, de faire beaucoup de calculs, de faire des graphiques, etc., etc. Donc, on peut très vite se perdre et créer des fichiers Excel que j'appellerais gargantuesques ou monstres. Donc, c'est important déjà de standardiser, d'uniformiser un peu les manières de faire. Donc, bien souvent, on ne retrouve pas ça dans les organisations. Et évidemment, il n'y a aucune documentation qui vient avec ça. Donc, on ouvre un Excel et on est totalement déboussolé quand on voit ce qu'il y a à l'intérieur de ça. De facto, le deuxième point, c'est que ces solutions-là sont difficiles à entretenir et à faire évoluer. Quand on a vraiment des fichiers Excel ou des Power BI qui sont pas documentés, ben, c'est vraiment difficile de tenir ça sur le long terme et de faire évoluer ça, car ces logiciels-là ne veulent pas. On atteint rapidement, si je peux dire, une certaine limite sur beaucoup de points. Et notamment, l'un des points, ça va être la performance. À un moment donné, en termes de complexité, de volume de données, ben, ça ne va plus être les logiciels adaptés pour faire tout ce que les éditeurs de logiciels nous promettent, aussi bien le stockage de la donnée que le traitement de la donnée, que la présentation de la donnée. Donc, il y a aussi une forte dépendance de ces logiciels-là chez certains individus, c'est-à-dire que dans les organisations, bah, bien souvent, c'est une seule ou quelques personnes qui vont travailler en silo et qui vont produire les rapports et maintenir ces solutions-là. Donc, c'est très difficile quand on s'y intéresse ou qu'on veut travailler sur ces choses-là, bah, déjà d'avoir de l'information et de pouvoir intervenir. Donc, c'est ce qu'on dit aussi quand on dit que la connaissance d'affaires est éparpillée et répétée dans plusieurs rapports. Ben, c'est que tous ces concepts-là se retrouvent dans plein de fichiers Excel qui sont un peu partout ou plein de Power BI qui sont un peu partout, puis que c'est difficile justement d'avoir un contrôle là-dessus. On a aussi beaucoup de questions sur la qualité de la donnée. Je donne un exemple dans une organisation, un exemple d'indicateur qu'on retrouve souvent, la marge brute. Ben, tout le monde la calcule de la même manière dans les départements, donc bien souvent, on ne va pas avoir les mêmes résultats et on va comparer pas les bonnes affaires ensemble et les gens ne vont pas parler le même langage. Donc, c'est important aussi d'unifier tout ça à travers plusieurs concepts. Évidemment,
l'un des derniers points et qui me semble très important en date d'aujourd'hui, c'est la sécurité et l'accès aux données qui est souvent oublié. Donc, je donne encore une fois un exemple, un fichier Excel qui est transmis par un courriel avec plein de données à l'intérieur. On donne ça à tout le monde, on ouvre les portes. Évidemment que, en date d'aujourd'hui, on va vouloir peut-être avoir un peu plus de gouvernance au niveau de la sécurité et de contrôler un peu plus qui a accès à de l'information et à quel type de l'information. On va parler aussi de données sensibles à l'intérieur de ça. Donc, c'est un peu tout ce qu'on retrouve actuellement chez les clients avec qui on travaille et qu'on essaie justement d'orienter en leur proposant de travailler sur 4 piliers. Donc, le premier pilier, ça va être de travailler sur la gestion des actifs informationnels, donc de vraiment travailler sur les meilleures pratiques, excusez-moi, en termes de gestion de données. Donc, comment on va modéliser la donnée? Comment on va s'assurer de la qualité de la donnée? Comment on va lui apporter de la valeur à cette donnée-là? Comment on va la stocker? On va parler aussi de PRP, tout ce qui est protection des renseignements personnels. Donc, on va vraiment travailler sur l'aspect, si je peux dire, stockage et conceptuel au niveau modélisation de la donnée. Le deuxième pilier, ça va être la gestion des talents. C'est important d'avoir les bonnes compétences au sein d'une organisation. Donc, quand on va travailler avec certaines technologies, certaines techniques, ben, il va falloir mettre les bonnes équipes en place avec les bonnes compétences. Donc, ça vient un peu de facto avec le troisième pilier, qui est l'organisation du travail et des processus. Donc, c'est de mettre les bonnes personnes aux bonnes places et de bien définir aussi au niveau opérationnel qui va faire quoi. Donc, tout ce qui est rôle et responsabilité, de bien définir clairement qui est responsable de quoi pour faire avancer les projets de la meilleure manière possible et de pouvoir rendre des comptes et avancer au fur et à mesure. Le dernier point, évidemment, on disait que c'était un piège, mais c'est quand même aussi un pilier à prendre en considération, c'est la technologie. Donc, c'est s'assurer qu'on a la bonne technologie. Comme je donnais par exemple, Power BI et Excel sont des bons outils, mais évidemment, peut-être que d'autres outils doivent venir les compléter pour pouvoir s'assurer de remplir les bonnes fonctions. Donc, comme on parlait au niveau stockage, au niveau transformation, au niveau optimisation, au niveau création de rapports, ben, c'est très important de trouver les bons outils et de venir balancer le tout pour avoir la meilleure solution d'intelligence d'affaires à travers l'organisation. Merci, Axel. Donc, vous pouvez constater que le premier piège couvre large et puis qu'il va nous amener aussi un lien avec l'ensemble des autres pièges qu'on va traiter. Le deuxième piège, c'est faire du développement en silo. Ça, on voit ça beaucoup dans les organisations. C'est issu aussi du fait qu'il y a beaucoup de libres-services, que les gens peuvent utiliser de la technologie évoluée comme Power BI, puis qu'ils travaillent chacun de leur côté. Donc, le développement en silo, on identifie deux formes là, ici. C'est le développement départemental sans coordination centralisée dans les organisations. Donc, ça veut dire ça que chaque département fait son propre BI sans discuter avec les autres départements, ce qui fait qu'il y a beaucoup de répétitions. On va le voir plus tard, il y a des enjeux par rapport à ça. Après, le développement sans établir une collaboration entre les TI et les affaires, c'est une autre forme de silo aussi qui a ses défis. Donc, les enjeux sont multiples. Quand on fait du développement en silo, on se retrouve avec multiples vérités. Donc, lorsque chaque département traite la donnée à sa façon, on se retrouve avec différentes façons de traiter la donnée, différentes façons d'implanter des règles d'affaires, différentes façons de nettoyer la donnée. Donc, il y a peu de consensus et c'est difficile de comparer les résultats après entre les départements lorsque des départements calculent les mêmes indicateurs. Il y a des multiplications, des transformations. Évidemment, on duplique les efforts. Il y a des répétitions. Il y a peu de réutilisation. L'entretien est très difficile. Imaginez que dans chaque silo, chacun va chercher les données d'un même système source, fait le même nettoyage des données pour s'assurer de la qualité, applique ses propres règles d'affaires en dupliquant les calculs. C'est pas efficace. Il y a un éparpillement technologique aussi dans certains cas. Donc, si chaque département a ses propres choix technologiques, ben ça peut devenir très difficile à maintenir, puis il y a un relâchement des TI qui peut s'en suivre. Il y a des mauvaises priorisations. Vu que tous les départements travaillent en double, probablement, il y a beaucoup d'efforts qui sont mis à des endroits non prioritaires pour l'organisation dans son ensemble. L'entretien est difficile à long terme, évidemment, et puis on risque de ne pas répondre aux besoins de l'organisation, particulièrement lorsqu'on fait du développement en silo, TI versus affaires. On a vu dans les organisations des cas où il y avait les TI qui prenaient en charge des programmes d'intelligence d'affaires en disant, bon, on va prendre
la donnée du système opérationnel, on va la traiter, on va l'amener dans un entrepôt. Après, on ira voir les affaires pour les questionner sur leurs besoins. On risque de passer à côté des besoins avec ça. Donc, c'est toutes des formes de développement en silo qu'il faut éviter. Et puis, évidemment pallier à ce piège-là, mais il faut briser les silos. Donc, l'intelligence d'affaires requiert une forte collaboration entre les TI et les affaires. De plus en plus, on le voit, c'est extrêmement important. On crée des équipes multidisciplinaires dans lesquelles les affaires sont fortement impliquées et où les TI aussi sont fortement impliqués et on comprend les rôles et responsabilités de chacun. On va le voir plus tard. La synergie et une confiance mutuelle doit être établie. C'est extrêmement important. On le voit encore dans les organisations où il y a encore un clivage entre les TI et les affaires, où les affaires disent, bon, les TI fournissent pas, on n'a pas les choses au bon moment. Les TI disent, ah, les affaires changent tout le temps d'idée. Il faut comprendre c'est quoi l'intelligence d'affaires, puis il faut établir un climat de confiance en travaillant en équipe. La tendance est de donner une flexibilité encadrée aux affaires. Alors, même si les affaires ont des outils de libre-service, il faut encadrer ce libre-service-là. Il ne faut pas laisser les affaires faire n'importe quoi en allant chercher les données directement dans les systèmes opérationnels et de faire du développement en silo. Donc, on brise les silos en faisant ce genre d'encadrement-là. Les initiatives départementales doivent être coordonnées. Bon, il faut établir des règles d'affaires communes dans l'organisation. Aussitôt qu'on parle d'indicateurs de performance, il faut normer ces indicateurs-là. Il faut absolument arriver à des consensus, partager et réutiliser la valorisation des données pour maximiser évidemment les efforts qu'on met, les investissements qu'on met dans nos solutions. Donc, tout ce qui est transformation, nettoyage, calcul, il faut absolument coordonner ces initiatives-là et briser les silos. La normalisation des outils, c'est extrêmement important aussi parce que ça permet de concentrer les efforts, évidemment pour le soutien à ces outils-là, mais aussi faciliter le partage de connaissances entre les unités d'affaires. On peut mettre en place des communautés de pratique. Les gens échangent sur leurs bons coups, leur façon dont on utilise les outils. Donc, en normalisant les outils, on facilite ça, on facilite une collaboration. L'industrialisation des règles d'affaires dans des services de données partagés. Évidemment, ça permet d'obtenir une seule vérité et de faciliter l'évolution des solutions. Donc, c'est important. Puis quand vous voyez, quand on va parler des rôles et responsabilités plus tard dans un autre des pièges, ben, ce que font les TI, ce que font les affaires dans un programme d'intelligence d'affaires, c'est extrêmement important de départager ça pour s'assurer qu'on met les choses aux bonnes places puis que tout ce qui est industrialisation, ça soit partagé à travers l'organisation pour briser les silos. Donc, je te passe la parole, Axel, pour le piège numéro 3. Oui, bah ça vient un peu en continuité avec ce que tu disais, Louis. Le piège numéro 3, ne pas prioriser les besoins d'affaires. C'est quelque chose qui est de facto vient avec un peu l'histoire de l'intelligence d'affaires. Comme le disait Louis tantôt, bien souvent, c'était des initiatives TI. Donc, c'était les gens de TI qui commençaient à travailler et à donner de la valeur aux données et qui apportaient ça aux gens d'affaires. Donc, avec ce concept-là, bien souvent, quand ça arrivait aux gens d'affaires, ben, ça ne répondait pas forcément aux besoins de ces gens-là. Et donc, c'était beaucoup de travail dans le vide. Puis, ce qu'on a eu tendance à faire dans les dernières années, c'était d'aller chercher toutes les données disponibles dans l'organisation. Donc, comme vous pouvez le voir dans la première boîte, toutes les sources de données avec toutes les données disponibles, qui sont toutes les petites boîtes jaunes, et de venir créer un modèle de données complexe qui prenait beaucoup de temps en termes de construction. Et donc, ça mettait beaucoup de temps à arriver aux gens d'affaires. Et forcément, ben, comme ces gens d'affaires n'étaient pas consultés, ben, bien souvent, ça desservait aucun besoin et ça ne les aidait pas à prendre des bonnes décisions éclairées sur les données parce que ça ne supportait pas les processus dans les secteurs d'affaires. Donc, c'est vraiment quelque chose que nous, on essaie de travailler avec les organisations. Donc, de partir les initiatives d'intelligence d'affaires avec les gens d'affaires. Donc, c'est vraiment eux qui vont porter ces projets-là et évidemment en travaillant conjointement avec les gens de TI. Donc, pour ça, les gens d'affaires vont vraiment travailler de prime abord les processus, les processus métiers
vont évidemment identifier les processus sur lesquels ils veulent que le BI se repose dans un premier temps, parce qu'évidemment, il va falloir sélectionner à travers tout ça et prioriser les besoins de l'organisation. Et on va aller seulement traiter les données nécessaires à la réalisation d'un premier scope, d'un premier projet, et donc utiliser seulement les données nécessaires à un premier projet BI, si je peux dire. Donc évidemment, on réduit largement la charge de travail au côté TI. On a plus vite un premier livrable dans les mains des gens d'affaires et ça permet de générer de la valeur d'affaires dans l'organisation beaucoup plus rapidement. Évidemment, en plus, on peut avoir beaucoup de rétrospectives et ça permet aussi d'aligner les initiatives et les objectifs stratégiques de l'organisation avec tout ça. Merci, Axel. Alors, piège numéro 4, ne pas définir clairement les rôles et responsabilités des parties prenantes. Donc, il faut comprendre l'intelligence d'affaires, tout le domaine dont on parle depuis tantôt, valorisation de données, BI, etc. Ça prend des compétences particulières, c'est des pratiques qui sont différentes des projets TI standards. Donc, c'est important de faire en sorte que les initiatives d'intelligence d'affaires ne soient pas abordées comme des projets TI standards. Okay? Donc, l'intelligence d'affaires a ses propres pratiques, il requiert des compétences particulières. Les données informationnelles ne sont pas structurées comme les données opérationnelles. Okay? Les données informationnelles dans l'intelligence d'affaires, c'est structuré pour supporter l'analyse, c'est supporté pour répondre à des questions, c'est structuré pour gérer un historique, de regarder des tendances. Ce n'est pas le cas des systèmes opérationnels qui, eux, sont optimisés pour la transaction, gérer de façon unitaire un dossier à la fois. On crée un nouveau client, on vient mettre à jour des données clients, etc. La donnée est structurée pour supporter ces opérations-là transactionnelles. Donc, c'est important de comprendre ça parce que les gens vont souvent penser que on va prendre le système, on va prendre les données opérationnelles telles quelles, on va les traiter, on va faire directement des rapports dessus. Pour des rapports opérationnels, ça peut être correct, mais pour faire de l'intelligence d'affaires, pour faire supporter des décisions plus tactiques ou stratégiques où on a besoin d'un grand historique de données, il faut restructurer la donnée. Donc, ça prend des compétences particulières par rapport à ça. Les besoins d'intelligence d'affaires évoluent constamment. C'est reconnu que les besoins en intelligence d'affaires, ça évolue plus vite que les besoins au point de vue des systèmes opérationnels. Alors, je donne un exemple. Le contexte économique peut avoir une incidence sur nos préoccupations. Qu'est-ce qu'on veut suivre dans le BI? Donc, les besoins changent. La pandémie a fait que les gens ont changé de préoccupation du jour au lendemain. On ne veut plus suivre les mêmes choses. Donc, puis aujourd'hui, avec l'inflation, etc. Donc, il y a plein de contextes qui font que l'intelligence d'affaires, ça évolue, les besoins évoluent constamment. Ce qu'il faut faire, c'est de bien définir le modèle opérationnel ainsi que les rôles et responsabilités. Modèle opérationnel, c'est comment est-ce qu'on fonctionne pour gérer notre programme BI, par où arrivent les demandes, comment on les priorise, qui réalise quoi, à quelle fréquence on fait des livraisons, etc. Quels sont les grands rôles et grandes responsabilités essentielles pour mener à bien un projet comme ça. Donc, identifier l'ensemble des rôles de TI à faire en relation avec ce modèle opérationnel cible-là, c'est super important. On pense que il faut identifier les compétences TI. Alors, on pense qu'il faut avoir les analyses de données, les gens qui vont traiter la donnée, les développeurs, etc. Mais c'est plus que ça. Les gens d'affaires aussi ont des compétences. Il faut identifier leur rôle et les compétences qu'ils doivent avoir face aux données. Donc, identifier les compétences principales axées sur la manipulation et l'interprétation des données pour chaque partie prenante. Puis mettre en place des plans de formation pour chaque rôle. Donc, oui, définir le modèle, oui, définir les rôles, définir les compétences et mettre en place des plans de formation. J'avais un petit slide ici pour présenter c'est quoi les compétences liées aux données. J'ouvre une parenthèse qui est un peu ce qu'on appelle la littératie de données, qui montre que dans l'organisation, à peu près tous les gens qui vont manipuler de la donnée ont des compétences à aller chercher face aux données. Quand on parle plus en termes d'intelligence d'affaires, valorisation de données, c'est des compétences particulières aussi.
Donc, on voit ici, par exemple, organiser, stocker, protéger, chercher, identifier, localiser la donnée, nettoyer, extraire, rassembler, dériver et harmoniser. Le jaune et le vert, on voit que c'est plus des compétences TI qu'on va aller chercher, mais plus on va vers la droite, plus c'est des compétences à faire, mais c'est important aussi de prendre en compte ces compétences-là. Analyser, modéliser, valoriser, répondre à des questions, interpréter, comprendre la donnée, présenter, raconter une histoire, le storytelling face aux données, prendre des décisions. Il y a des particulières à aller chercher face à ça. C'est important de les identifier et de former les gens, d'améliorer leur littératie face à la donnée. Juste à titre d'exemple, ça c'est un exemple, prenez-le pas comme étant une vérité, mais vous pouvez imaginer l'ensemble des rôles qu'on pourrait identifier dans une organisation en haut, et donc des BA, ingénieurs de données, développeurs, etc. Jusqu'à droite, on a des analystes d'affaires, des travailleurs de première ligne, des gestionnaires. Et puis là, pour l'ensemble des compétences, on veut identifier jusqu'à quel point ils doivent aller chercher beaucoup ou peu de connaissances dans ce secteur-là par rapport à cette compétence-là face aux données. Donc, par exemple, découverte de données, on s'attend à ce que les gens plus TI aient des fortes compétences en découverte, en traitement, en nettoyage de données. Mais plus on va vers le bas, ben, la visualisation de données ou le récit de données, ben, c'est plus des choses qui sont au niveau des gens d'affaires, des analystes d'affaires, des gestionnaires, etc. Donc, ce genre de matrice de compétences-là, ça peut vraiment aider les organisations à identifier qu'est-ce qu'on doit aller donner comme compétence à chacune des personnes pour s'assurer qu'on maximise la valeur de nos données et on maximise aussi l'utilisation de ces données-là pour supporter la prise de décision. Le cinquième piège, c'est ne pas prendre en compte les enjeux de gouvernance et de conformité dès le départ. Vous savez, aujourd'hui, avec l'avènement des nouvelles règles, la loi 25, mais c'est pas nouveau. À travers le monde, depuis des années, on commence à se questionner sur la protection des renseignements personnels. Puis je vous dirais que c'est des choses qu'on ne traitait pas il y a 20 ans. Donc, oui, on traitait la sécurité, qui a droit de voir quoi, etc. Mais toute la nouvelle réglementation amène son lot d'enjeux et de défis qui sont à prendre en compte dès le départ, parce que sinon, vous allez vous embourber et vous allez vous créer une dette incroyable. Donc, par exemple, en gouvernance, on parle souvent d'un volet défensif ou offensif par rapport à la donnée. Donc, le volet défensif, c'est protéger la donnée et les renseignements personnels. Donc, il faut se poser des questions comme qui accède à quelles données? Est-ce qu'on applique le principe du moindre privilège? Le moindre privilège, c'est s'assurer que lorsqu'on donne accès à de la donnée sensible à quelqu'un, c'est justifié dans le cadre de son travail. Pour bien faire son travail-là, oui, cette personne-là a besoin de cette donnée-là. Par exemple, un numéro d'assurance sociale, c'est pas parce que j'ai accès à un dossier d'un individu que le numéro d'assurance sociale, qui est une donnée hautement critique, elle a une valeur pour le travail de cette personne-là. Donc, on peut la masquer, on peut l'anonymiser. Donc, c'est important de prendre ça en compte. Est-ce que les données sensibles sont masquées, anonymisées? Est-ce qu'on conserve les données trop longtemps? Les nouvelles lois nous obligent de s'assurer qu'on, qu'on, euh, qu'on dispose, qu'on purge les données pour lesquelles on n'a pas vraiment le droit de conserver. Par exemple, puis moi, je ne suis pas juriste, je ne peux pas vous interpréter la loi, mais dans certains cas, à partir d'un certain nombre d'années, on ne peut pas conserver la donnée d'un client avec qui on n'a plus de relation d'affaires. Donc, c'est important de savoir si on conserve cette donnée trop longtemps-là, puis où est-ce qu'elle est, cette donnée-là, dans mon organisation. On l'a vu, l'intelligence d'affaires réplique la donnée, on crée des nouveaux dépôts de données, on la valorise, etc. Où est-ce qu'elle est, ma donnée? Il faut que je puisse suivre cette donnée-là lorsque vient le temps de la détruire, de s'assurer que je la détruis partout dans l'organisation. Ça, c'est le volet vraiment défensif. Le volet offensif, c'est tout ce qui est tout ce qui a trait à la qualité et à la sémantique des données. On le voit dans les organisations, des fois, les gens se disent hey, là, on a commencé à utiliser un outil comme Power BI. Il y a plein de gens qui font des rapports, etc. Mais là, on commence à perdre le contrôle. Il y a plein de rapports qui se recoupent, qui veulent dire la même chose, qui calculent les choses de la même façon. On l'a vu dans les autres défis, mais ça, c'est le volet de la sémantique des données, puis le volet de la qualité. Donc, est-ce que la donnée diffusée et consultée est de bonne qualité? Est-ce que les producteurs de rapports peuvent publier de nouveaux rapports sans mécanisme de certification? Si tout le monde publiait n'importe quoi, partageait avec les collègues, on n'a pas de gouvernance, on n'a pas de certification des jeux de données manipulés, ce qui peut nous amener des problèmes d'interprétation.
Donc, est-ce que l'interprétation de données est clairement définie et standardisée? Donc, ça, c'est juste pour vous sensibiliser à prenez ça en compte avant de démarrer votre projet parce que si vous ignorez totalement ces éléments-là, vous allez vous créer une dette. Donc, mettez en place un minimum de gouvernance dès le départ. Puis ça n'a pas besoin d'être un cadre de gouvernance hyper rigide avec des procédures, des rôles, des responsabilités très clairs, mais il faut au minimum que vous assurez d'identifier toutes les données sensibles que vous manipulez. Donc, ça, c'est un premier niveau. Prenez conscience des règles, quelle est ma donnée sensible et où elle se trouve dans mes systèmes. Donc, les catégories, les niveaux de sensibilité, c'est super important, autant dans les systèmes opérationnels que dans vos solutions d'intelligence d'affaires. Assurez-vous d'appliquer le principe de moins de privilèges. Des histoires comme quelqu'un d'affaires qui appelle au TI, qui dit « Hey, peux-tu me faire un extrait de la donnée? Mets-moi ça sur le drive réseau, je vais aller faire des analyses là-dessus. » Cadenas, il faut arrêter de faire ce genre de choses-là. Il faut se questionner. OK, qu'est-ce que tu veux faire avec cette donnée-là? Est-ce que dans le cadre de ton travail, c'est justifié que tu aies accès à cette donnée sensible-là, etc.? C'est important de se poser les questions. Identifier les personnes qui vont être imputables de la qualité des données par grand sujet de données. C'est aussi important. Lorsqu'il y a de la qualité de données n'est pas au rendez-vous, pourquoi? Qui est responsable de s'assurer que la qualité est là? Qui est responsable de s'assurer qu'on met les bonnes règles d'affaires pour nettoyer la donnée? Donc, par grand sujet de données, on peut dire, ben, les clients. Qui est-ce qui est responsable de la donnée client? Un intendant de données. Ça, c'est un terme dans les cadres de gouvernance, mais c'est lui qui est imputable. C'est lui qui doit s'assurer de la qualité des données clients. Après ça, bien, standardiser et documenter et centraliser, si possible, les règles d'affaires pour assurer l'interprétation commune des données. C'est une autre forme de gouvernance qui vient faire en sorte qu'on évite le chaos d'interprétation des données, s'assurer qu'on centralise les règles d'affaires. Idéalement, il y a une seule façon de calculer. D'un point de vue technique, elle est calculée à un seul endroit. Dans le meilleur des mondes, ce n'est pas toujours possible, mais c'est des efforts qu'il faut prendre en compte dès le départ lorsqu'on met en place une solution d'intelligence d'affaires. Donc, on voulait juste sensibiliser sur ce troisième piège-là à éviter qui traite des aspects de gouvernance. Maintenant, ben, comment Syntel peut vous aider? Évidemment, on a identifié les pièges ici. Rapidement, là, on va traiter de nos offres qui peuvent vous aider à identifier ces pièges-là, mais aussi à trouver des solutions pour les contourner, puis vous assurer de mettre en place comme il faut une bonne solution d'intelligence d'affaires. Une des offres qu'on fait, c'est le diagnostic de maturité, qui est un diagnostic fait sur 5 axes, okay, qui est sur la forme d'un questionnaire qu'on analyse et puis qu'après, on vous présente les résultats avec des recommandations. Donc, l'axe organisation, l'axe des compétences des équipes, l'axe de la valeur d'affaires, l'axe de la technologie, l'axe de la gestion des données. Donc, c'est tous des aspects qu'on traite dans le diagnostic de maturité. Je ne rentre pas dans le détail de cette offre-là. Si vous avez un intérêt, on pourra, ça va nous faire plaisir de vous présenter cette offre-là. Un autre item, c'est le projet pilote. On va travailler avec des organisations pour mettre en place les bases solides d'une première solution d'intelligence d'affaires. Donc, on a une démarche qui s'appelle le projet pilote où on va, de bout en bout, traiter un premier sujet ou un ou deux premiers sujets d'affaires en mettant en place les bases solides qu'on a vues jusqu'à maintenant pour s'assurer qu'on a une pérennité et qu'on a une solution évolutive sur laquelle on peut bâtir pour le futur. Donc, ça se réalise en 2 phases où on a une phase beaucoup plus d'analyse et puis une phase de réalisation où on va réaliser le projet pilote sur une architecture préliminaire qu'on aura mis en place, mais avec les bonnes bases solides, les bonnes technologies qui auront été identifiées en phase avec vos orientations, évidemment, technologiques de l'organisation. On fait aussi l'accompagnement stratégique et technique. Donc, comment est-ce qu'on peut vous aider si vous avez des questionnements, dire, bon, mais je ne sais pas comment vendre mon projet à l'interne. Je ne sais pas exactement comment on peut monter un dossier d'affaires pour qu'on puisse donner les bons arguments pour tout ce qu'on vient de dire aujourd'hui, pour que je puisse vendre ça à l'interne à mon organisation, puis avoir les budgets pour réaliser une solution. C'est aussi le genre d'accompagnement qu'on fait.
Et aussi, on a le volet formation qui est surtout géré par Axel. Et Axel, je vais te laisser présenter le volet formation. Oui, ben c'est sûr que je ne rentrerai pas dans le détail, mais comme je l'ai dit, on a un super beau catalogue de formation qui permet vraiment d'essayer de travailler sur tous les points qu'on peut retrouver en intelligence d'affaires. Donc, aussi bien du côté rapport. C'est sûr qu'on travaille beaucoup avec les outils Microsoft, fait que au niveau rapport, ça va beaucoup être pour le BI. On complète encore notre catalogue du côté données, donc il y a beaucoup de formations qui vont s'en venir dans les prochains mois. Et même en 2024, on compte beaucoup compléter avec Microsoft Fabrics qui s'en vient sur le marché et des formations qui vont vraiment être visées avec ce produit-là. Fait qu'on a un catalogue qui est quand même en constante évolution, toujours tenu à jour en lien avec les nombreuses mises à jour qu'on connaît de Power BI qui apparaissent à chaque mois. Donc, si vous avez un intérêt, ben, n'hésitez pas à nous contacter. Ça nous fera plaisir de rentrer dans le détail et de vous présenter tout ça. Donc, ça fait le tour de la présentation, ce qu'on voulait vous présenter aujourd'hui. J'espère que ça a répondu à certaines de vos questions. Peut-être que vous êtes reconnus dans ces défis-là, dans les pièges à éviter. Donc, si vous avez des questions, on a réservé une période là, pour répondre à vos questions. Donc, je crois que Gauthier va ouvrir les caméras et les micros à l'instant même pour vous permettre de poser vos questions. Ça va nous faire plaisir de répondre. Et il y a peut-être eu des questions là, entre-temps dans la section de chat que je n'ai pas pris connaissance. Là. Donc, si un de mes collègues peut ressortir ces questions-là pour lesquelles il n'y a pas eu de réponse, ça va nous faire plaisir de tenter d'y répondre. Ben, je regarde le chat, Louis. Je ne vois pas forcément de questions, mais j'en aurais peut-être une pour toi pour essayer de lancer un peu la voie. Parmi les 5 pièges qu'on a présentés et que tu as présentés, est-ce que de ton expérience, il y en a un qui serait le plus critique, si je peux dire, ou auquel on devrait beaucoup plus prêter attention que les autres, ou est-ce que je les mettrais tous sur le même plan à différents niveaux? Ben, écoute, oui, c'est tous des pièges qui sont extrêmement importants, mais il y en a puis que peut-être que les gens l'ont vu à travers l'ensemble des pièges, quelque chose qui s'est répété, c'est de chercher une seule vérité à travers l'organisation. Donc, ça touche plusieurs aspects, le développement en silo, le volet gouvernance, le volet offensif de la gouvernance. Ça, c'est extrêmement important à prendre en compte parce que ça arrive souvent qu'on voit des gens, puis c'est pas mal intentionné, mais à partir du moment où des gens d'affaires vont télécharger un outil très puissant comme Power BI et commencer à aller chercher directement de la donnée dans les sources opérationnelles, commencer à travailler cette donnée-là pour en dégager de la valeur, ils font un wow tout de suite, très rapidement, là, puis ils se rendent compte de la puissance de ça, puis ils commencent à diffuser ça dans l'organisation. Et puis là, ben, on se retrouve déjà en partant avec peut-être un problème si on n'a pas pris soin de s'assurer qu'on venait certifier, qu'on s'assurait que la qualité était là dans les données pour s'assurer qu'on livre de la valeur dans la donnée. Si on publie des données, puis on perd la confiance des gestionnaires qui disent ah oui, c'est correct, hey, ton rapport est beau. Par contre, je ne me reconnais pas dans ces données-là. Il me semble que ça ne correspond pas à ce que moi je comprends. Puis là, on commence à rentrer dans tout un débat sur qu'est-ce qui a été inclus, qu'est-ce qui a été exclu, qu'est-ce que j'ai considéré, comment j'ai calculé tel indicateur. Ça peut être extrêmement complexe. Donc, moi, je dirais qu'un des aspects extrêmement importants, là, c'est de briser les silos, de tout de suite mettre en place un système dans lequel on va pouvoir mettre en place des consensus, des règles d'affaires communes à travers l'organisation pour s'assurer que tout le monde interprète la donnée de la même manière. Super, merci Louis. Bon, ça a laissé le temps au monde de poser un peu des questions dans le chat. Je vais te lire la première. C'est Josiane qui nous demande, quand tout est à bâtir, par où commencer? Quand tout est à bâtir, par où commencer? Ben, je reviendrai au projet pilote. Puis notre projet pilote, c'est une démarche qui vise essentiellement, puis je vais reculer de quelques slides, là, qui vise essentiellement à mettre les bases pour un projet d'intelligence d'affaires. Puis je vous dirais, ça, c'est notre recette. Si vous voulez vous en inspirer et essayer de la réaliser à l'interne, moi, je vous suggère de commencer par ce genre de choses-là. Par contre, ça prend je vous dirais, un certain savoir-faire pour s'assurer qu'on utilise les bonnes pratiques. Nous, la façon dont on réalise ce genre de choses-là, c'est s'assurer que la découverte de l'entreprise, on comprend
dans l'ensemble, l'organisation, comment elle fonctionne, quels sont ses différents départements, puis qu'on comprend aussi les inventaires des actifs informationnels. Donc, qu'est-ce qu'il y a actuellement comme bien dans l'organisation? C'est extrêmement important. Après, on fait un recueil d'intention pour comprendre est-ce que les besoins d'affaires sont tous bien adressés pour ensuite déterminer est-ce qu'on est capable d'adresser ces besoins-là par les sources de données qu'on a dans l'organisation. Ce qui nous amène à mettre en place une solution d'architecture informationnelle, sélection d'outils. Puis là, quand on parle d'architecture, là, c'était un des premiers diagrammes que j'ai montré. Est-ce qu'on a besoin d'un entrepôt? Est-ce qu'on a besoin des comptoirs? Qu'est-ce qu'on a besoin vraiment dans l'organisation? Est-ce que l'organisation peut faire du prédictif, du prescriptif? Tout ce genre de questions-là, c'est important de les connaître à haut niveau au départ pour mettre en place une solution évolutive qui va permettre de mettre en place une telle solution qui va répondre au plus de besoins possibles dans le futur. Donc, moi, je vous dirais que cette démarche-là, si vous débutez, c'est important de commencer par comprendre vos besoins, de vous assurer que vous avez la donnée de qualité qui peut répondre à ces besoins-là, et ensuite de vous assurer que vous mettez en place les bonnes pièces du puzzle pour adresser ces besoins-là, pour développer une solution. Super, merci, oui. Je pense que tu as bien répondu à la question de Josiane à travers tout ça. J'ai une autre question de Caroline. Que recommandez-vous pour un secteur d'affaires qui souhaite préparer la venue de l'IA, mais en attente des technologies? Les incontournables pour se préparer? Merci. Ben, écoutez, c'est une excellente question. Comme je disais tantôt, dans un des premiers diagrammes, on apprend à marcher avant de courir souvent. Donc, dans le cas de l'IA, on comprend que c'est un buzz. Les gens veulent mettre en place de l'IA actuellement sans nécessairement avoir mis les bases solides pour tout ce qui est du traitement de la donnée. Mais pour ce qui est de mettre en place de l'IA, nous, notre position, c'est que c'est un continuum dans une solution informationnelle où les bases de stockage, les bases d'extraction, de valorisation de la donnée sont les mêmes autant pour l'intelligence d'affaires que pour l'IA. Donc, pour nous, pour quelqu'un qui voudrait démarrer de l'IA, on va leur suggérer de s'assurer de mettre au moins en place les structures solides pour extraire la donnée et de mettre en place aussi tout le volet de gouvernance. C'est très important en IA aujourd'hui pour ce qui est de est-ce que mes modèles sont éthiquement responsables? Est-ce que je traite la donnée sensible dans mes modèles, etc. Donc, c'est aussi des choses à prendre en compte du côté de l'IA. Je donnerais aussi un autre aspect, on ne l'a pas vu dans notre matrice de compétences. L'intelligence d'affaires, la science de données, c'est deux éléments pour lesquels on a des compétences différentes. Les scientifiques de données travaillent avec la donnée d'une autre façon qu'on va vouloir utiliser en BI pour répondre à des préoccupations ou pour faire du reporting. Donc, c'est important aussi de prendre en compte ces notions-là. Les scientifiques de données, c'est des compétences particulières. Il faut aller chercher les bons joueurs pour s'assurer qu'on fait soit du prédictif, prescriptif ou de l'intelligence artificielle en mettant en place les bons rôles et responsabilités et d'avoir les bons joueurs avec les bonnes formations. Si tu me permets de faire du pouce, Louis, j'aimerais juste que tu puisses représenter ta slide qui présentait les différentes phases en intelligence d'affaires. Qui était quasiment dans les premières. Tu parlais de continuité. Évidemment que si on veut pouvoir se préparer à accueillir de l'IA, c'est important de commencer à structurer à travers les phases 1 et 2 qui vont vraiment être des requis et ça va être des travaux qui vont déjà permettre de prendre de l'avance pour implémenter de l'IA dans une organisation. C'est sûr que dans de très rares cas, c'est possible qu'on veuille mettre de l'IA directement parce que ça n'a pas besoin de reposer sur du BI traditionnel, mais je dirais que dans la majorité des cas, cette intelligence artificielle-là qu'on veut venir implémenter va reposer sur le BI traditionnel. Donc, c'est déjà d'amorcer ces travaux, ça permet déjà de créer une bonne dynamique et en lien avec tout ce qu'a dit Louis, ça va permettre déjà d'amorcer certains travaux pour accueillir au mieux l'IA dans une organisation. Le diagramme qu'on a présenté ici, là, il est partiel, puis comme c'était voulu, on a voulu s'assurer qu'on traitait surtout des pièces du puzzle ou des morceaux de l'architecture pour
l'intelligence d'affaires plus classique. Mais pour répondre à des besoins de sciences de données, d'intelligence artificielle, on a les mêmes premières phases. Puis c'est là que c'est important de comprendre que habituellement, on va utiliser les mêmes données. Puis au point de vue du stockage, on va vouloir utiliser les mêmes traitements pour nettoyer la donnée. Lorsqu'on a de la donnée qui a des problèmes de qualité, bien, le nettoyage, autant pour l'intelligence d'affaires que pour l'intelligence artificielle, va être bénéfique aux deux. Donc, c'est important de s'assurer qu'on consolide ces efforts-là dans la section du stockage. Et c'est lorsqu'on arrive à droite avec la présentation puis la visualisation que là, on va bifurquer, on va aller vers d'autres types d'outils. Alors, on pourrait considérer que la donnée qui est présentée à des scientifiques de données ou à des gens qui travaillent en intelligence artificielle va être utilisée sous forme de comptoir de données, mais ça n'aura pas la même structure. Les scientifiques de données vont beaucoup plus travailler avec la donnée aplatie, avec des grands volumes de données tabulaires, plutôt que de vouloir faire, quand on fait de l'intelligence d'affaires, on est beaucoup plus dans de la donnée structurée en schéma en étoile, où on va, dimensionnel, où on va vouloir analyser la donnée selon divers axes avec des outils d'exploration libre. Donc, moi, je pense que la réponse, c'est de s'assurer qu'on maximise les efforts communs entre l'intelligence d'affaires et l'intelligence artificielle dans vos différentes solutions. Super. En espérant que ça a répondu à ta question, Caroline. Je pense qu'avec son merci, ça veut dire que ça donne des bonnes pistes en tout cas. J'ai pas d'autres questions dans le chat, Louis. Fait que Parfait. Ben, merci à tout le lorsque monde. quelques timides se présentent et veulent nous poser des questions, ce sera avec plaisir. Et puis, parlant de timidité, si vous êtes trop timide pour poser votre question en groupe comme ça, et vous voulez nous envoyer vos questions par la suite, ça va nous faire plaisir de répondre à vos questions offline après la présentation. Je comprends que les défis que là, peut-être que ça vous fait réaliser les problèmes que vous rencontrez aujourd'hui. Ça donne peut-être des réponses à certains défis que vous rencontrez aujourd'hui, mais il y a d'autres pièges aussi. Il y a probablement d'autres éléments qu'on n'a pas traités. Et si vous avez des questions par rapport aux difficultés que vous rencontrez actuellement en mettant en place votre projet ou votre programme d'intelligence d'affaires, n'hésitez pas à nous contacter. Vous avez nos coordonnées dans la présentation. Ça va nous faire plaisir d'entrer en contact avec vous puis de vous informer puis de vous donner les réponses pour mieux vous guider dans votre projet d'intelligence d'affaires.